Donc, bienvenue à tous et à toutes dans ce webinaire de Via Compétences qui va être dédié à l'actualité de France Travail à très court terme et puis sur l'année 2024. Donc, c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre du plan de professionnalisation 2024 de Via Compétences. Et c'est un webinaire qui s'inscrit aussi dans notre cycle sur l'actualité, orientation, emploi, formation en région et au-delà. Donc, pour vous remettre un petit peu le contexte du thème d'aujourd'hui, on a une nouvelle loi plein emploi qui est entrée en vigueur en décembre 2023 avec un changement sur le principal opérateur du service public de l'emploi, Pôle emploi, qui devient France Travail. Donc forcément, vous en avez entendu parler, mais peut-être que vous avez des questions, vous avez peut-être des inquiétudes, et dans tous les cas, c'est un très gros sujet de l'année. Donc, il nous a semblé que c'était un très bon moment pour inviter nos partenaires de France Travail pour vous en parler. Pour répondre du coup à ces questions, je vais vous présenter une liste d'intervenants. Donc, pour ma part, je remplace Charlotte Alain Danclos qui était prévue initialement, mais je suis Brice Cristoforetti, chargé de mission professionnalisation. Et nous avons invité trois personnes, trois experts de France Travail aujourd'hui. Nous avons d'abord Vincent Panisset, directeur des opérations chez France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Pierre Chambe, chef de projet régional Transformation France Travail. Bonjour à tous. Et enfin, nous avons Jean-Michel Priouré, chargé de mission appui à l'offre de service chez France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc on est ravis de développer aujourd'hui plusieurs sujets. Donc on a un sommaire. Tout d'abord, il va y avoir une présentation, un retour sur la réforme France Travail en tant que telle. Ensuite, on va aborder la feuille de route 2024. Et puis, on va terminer sur les aspects les plus pratiques pour aujourd'hui, qui sont les évolutions des dispositifs de formation en amont des recrutements, former pour recruter. À la fin de chacune de ces parties, on vous proposera un petit temps de questions-réponses en fonction du temps qu'il nous reste pour répondre entre une et trois questions. Et ça va se passer sur le chat, donc je vous invite à poser vos questions soit au fil de l'eau, soit au moment du question-réponse. Et on a une équipe de modératrices qui vont épingler quelques questions pour que les intervenants puissent y répondre. Eh bien, écoutez, je vais sans plus tarder vous proposer de démarrer sur la première partie avec la présentation de la réforme de France Travail. Et je vais donner la parole à Pierre Chambe pour une quinzaine de minutes. Merci Brice, donc bonjour à nouveau à toutes et tous. Je vais donc en une petite quinzaine de minutes vous représenter ce que sont les points marquants de la réforme dite France Travail et plus globalement de ce qu'on appelle maintenant le réseau pour l'emploi. L'ambition de cette réforme, peut-être pour revenir sur quelques fondamentaux, Brice y faisait allusion, cette réforme s'inscrit déjà à travers un vecteur législatif qui est la loi pour le plein emploi adoptée en fin d'année dernière, mais elle avait également comme élément d'initiative un rapport, le rapport de préfiguration de France Travail, qui a été en partie repris par la loi de fin d'année dernière, mais pas complètement. Et ce rapport sert aussi en quelque sorte aujourd'hui de feuille de route à la fois pour France Travail opérateur, mais aussi globalement pour plusieurs missions qu'on a à mener avec nos partenaires. Donc ce sont ces deux éléments qui ont évidemment été aux prémices de cette réforme, et les ambitions partagées à la fois par ce rapport et par la loi sont globalement, vous en entendez parler évidemment quasi quotidiennement, ce sont des éléments qui doivent nous permettre d'atteindre le plein emploi à horizon 2027, évidemment avec d'autres réformes structurelles parmi lesquelles la réforme de l'assurance chômage dont on entend parler ces derniers jours, mais elles doivent aussi, et ça c'est l'ambition un peu plus spécifique pour l'opérateur France Travail et ses partenaires privilégiés, dans quelque sorte permettre l'accès de tous au travail. On a une ambition, on y reviendra, de ne laisser personne au bord du chemin, et c'est
une nouvelle ambition. Alors, elle existait déjà pour Pôle emploi, mais d'essayer encore plus qu'on ne le faisait peut-être, d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, pour essayer d'atteindre cet objectif de plein emploi. Alors, cette réforme, elle repose donc sur une méthode qui est en quelque sorte un chaînage vertueux qui repose sur, d'une part, une coopération plus étroite des partenaires dans le champ de l'insertion, de l'emploi et de la formation. Elle s'appuie aussi sur une territorialisation très forte, et Vincent y reviendra peut-être dans le cadre de notre feuille de route. On a déjà beaucoup d'expérimentations, de tests qui nous permettent d'améliorer notre offre de services, à la fois pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les entreprises dans l'accompagnement qu'on peut faire dans leur recrutement. Donc c'est vraiment une approche très ascendante qui repose vraiment sur des tests dans les territoires, donc territorialisation et expérimentation, et une démarche qui est en lien avec la coopération, donc de travail en réseau. L'idée qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est que cette réforme a pour objectif de mutualiser les forces en quelque sorte et d'avoir une capacité de travail avec tous les acteurs de l'insertion, de la formation, de l'emploi dans les territoires. On y reviendra par la suite. Donc ça, c'est vraiment la méthode. Et donc les leviers qui vont être activés pour atteindre ces objectifs de plein emploi et d'accompagnement de toutes les personnes et de toutes les entreprises, c'est d'une part une rénovation du service public de l'emploi. Je vais y revenir dans un instant avec l'installation de ce qu'on appelle aujourd'hui le réseau pour l'emploi dans les territoires. Et puis, évidemment, la transformation de notre opérateur France Travail, qui succède à Pôle emploi depuis le 1er janvier dernier. Premier levier, donc, c'est une coopération renforcée entre tous les acteurs du réseau pour l'emploi. C'est la mise en place donc d'une nouvelle gouvernance locale dans le champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation. Cette gouvernance est en train de s'installer. Donc, elle démarre par une dimension nationale avec ce qu'on appelle un comité national pour l'emploi. La première séance d'installation a eu lieu le mois dernier. Ce comité national pour l'emploi, présidé par la ministre du Travail, Catherine Vautrin, réunit l'ensemble des parties prenantes dans le champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation. Ils sont à une petite cinquantaine au niveau national. Ils fixent les grandes orientations stratégiques. Ils décident aussi des moyens à affecter après à tout l'écosystème concerné au niveau territorial. Et il est structuré, pour ce qui nous concerne ici, avec des comités territoriaux. Alors, ces comités territoriaux vont se décliner à 3 niveaux. Niveau régional, avec un comité régional pour l'emploi qui va être intégré au sein du CREFOP, une structure que vous devez connaître. Et ensuite, on va avoir, et ça c'est encore plus nouveau, des comités départementaux pour l'emploi et aussi des comités locaux pour l'emploi qui vont être, et c'est ça qui est peut-être le plus important à retenir, ce qu'on nomme un peu les turbines opérationnelles en fait du champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation. C'est vraiment pas une structuration là aussi descendante, mais c'est bien l'inverse. On est dans un schéma de gouvernance où l'autonomie d'action va être confiée au niveau les plus proches du territoire, c'est-à-dire plutôt des bassins d'emploi. Donc, c'est à l'échelle des comités locaux pour l'emploi qu'il y aura des moyens d'action pour élaborer des feuilles de route dans le champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation. Donc, on est bien aussi dans une approche au plus proche du terrain et dans une logique ascendante. Deuxième levier pour atteindre ces objectifs, c'est la transformation de notre opérateur Pôle emploi en France Travail. Alors là, pour être très synthétique, ce qu'il faut retenir sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, France Travail, c'est, si vous voulez, l'entièreté des missions qu'occupait Pôle emploi précédemment.
Donc là-dessus, on n'a absolument pas rogné sur les missions qui étaient les nôtres. On les conserve dans leur ensemble. On en a quelques nouvelles qui concernent notamment l'accompagnement des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés, ce qu'on faisait déjà, mais la loi prévoit quelques améliorations ou quelque part un renforcement de notre action en matière d'accompagnement des travailleurs reconnus des travailleurs handicapés. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est les missions que l'on va exercer pour le compte de tous les membres du réseau pour l'emploi. C'est ça la principale nouveauté, en quelque sorte, qui concerne la transformation de Pôle emploi en France Travail. Donc, France Travail va donc être un opérateur qui va apporter des services pour le compte de tous les acteurs du réseau pour l'emploi. Et sans entrer dans le détail, je voudrais peut-être en citer deux en particulier. D'une part, une action qu'on va mener à travers l'Académie France Travail de développement de compétences et d'acculturation de tous les membres du réseau pour l'emploi pour essayer de développer une culture professionnelle commune. Que l'on soit conseiller France Travail, que l'on soit accompagnateur dans un conseil départemental, que l'on soit conseiller dans une mission locale, il s'agit d'essayer d'avoir un corpus professionnel identique afin d'accompagner au mieux les demandeurs d'emploi d'une part, mais aussi les entreprises dans leurs besoins de recrutement. Donc ça, c'est une mission qui va être portée par France Travail, mais en étroite association avec tous ses partenaires, de constitution, si vous voulez, d'une offre de formation et de développement de compétences communes pour les acteurs du réseau Pôle emploi. Deuxième mission pour le compte de tous que je voudrais évoquer, c'est ce qu'on appelle le système d'information plateforme. Un des grands enjeux de la réforme va être de mieux partager les informations concernant les demandeurs d'emploi, mais concernant aussi les besoins de recrutement des entreprises. Et cela va nécessiter un système d'information, s'il n'est pas unique, mais au moins partagé et d'être dans une logique, on dit souvent de dites-le nous une fois, donc d'avoir des interfaces dans nos systèmes d'information, tous les partenaires concernés dans le champ de l'emploi et de l'insertion au niveau territorial, qui partagent le même niveau d'information. On expérimente ces aspects-là actuellement en matière d'accompagnement rénové des personnes bénéficiaires du RSA en travaillant à des systèmes d'information interfacés ou communs entre France Travail et la métropole de Lyon, par exemple, dans le cadre de l'accompagnement rénové des personnes au RSA sur le bassin d'emploi de Givors-Grigny. C'est un élément qui paraît technique, mais qui en réalité sera absolument décisif pour la réussite de nos objectifs. Voilà deux exemples de ces missions pour le compte de tous que va remplir France Travail et que commence déjà à remplir France Travail dès aujourd'hui. Je voudrais maintenant évoquer dans les quelques minutes qu'il me reste quelques marqueurs forts du changement à compter de l'an prochain. Premier marqueur important de cette réforme, il va y avoir sur la liste des demandeurs d'emploi une inscription élargie. Au-delà des personnes qui actuellement s'inscrivent sur une base volontaire à France Travail, ex-Pôle emploi, nous allons, à compter du 1er janvier 2025, devoir inscrire toutes les personnes bénéficiaires du RSA ainsi que leurs conjoints ou partenaires sur la liste des demandeurs d'emploi. C'est une nouveauté absolument structurante et donc on s'y prépare pour qu'il y ait une inscription d'ici 8 mois de toutes les personnes bénéficiaires du RSA sur la liste des demandeurs d'emploi. Il y aura également l'inscription de toutes les personnes en situation de handicap qui sollicitent un accompagnement auprès des Cap Emploi et également tous les jeunes inscrits, en tout cas qui sollicitent un accompagnement par une mission locale dans le cadre d'une recherche d'emploi seront également inscrits à France Travail. Donc vous voyez une inscription élargie sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de janvier prochain.
Autre marqueur du changement à compter de l'année prochaine, c'est l'engagement d'offrir un accompagnement renforcé. On dit sans rupture, hein, et vous verrez, il y a tout un tas de jalons qui le permettront, et adapté aux besoins et à la situation des personnes. Ça, c'est une ambition très forte que l'on va mener conjointement avec nos partenaires des Cap Emploi, des missions locales, des conseils départementaux, pour offrir un parcours d'accompagnement à la fois plus personnalisé pour les demandeurs d'emploi, mais aussi plus rapide, avec une entrée en parcours très rapide, ce qui va impliquer qu'on ait une orientation plus, plus, comment dire, plus rapide, mais basée sur des critères communs qui sont en train d'être définis au niveau national. Nous aurons donc une orientation des demandeurs d'emploi directement vers l'organisme référent, que ce soit France Travail, que ce soit les Cap Emploi, les missions locales ou les conseils départementaux, afin d'être en capacité de diagnostiquer les besoins de la personne et de lui offrir un accompagnement sur mesure qui va être matérialisé à travers ce qu'on nommera un contrat d'engagement unifié, contrat d'engagement qui va fusionner les différents contrats existants entre une personne en recherche d'emploi et un organisme d'accompagnement. Vous en aviez aujourd'hui dans le cadre des accompagnements pour les personnes au RSA, vous en aviez dans le cadre de l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou pour les jeunes en mission locale. Aujourd'hui, tous ces contrats vont être unifiés à travers un contrat d'engagement unique qui va préciser le plan d'action personnalisé de la personne pour améliorer son retour vers l'emploi. Ça, ce sont donc des marqueurs du changement importants qu'on prépare aujourd'hui et qui doivent être prêts pour le début d'année prochaine. Concernant maintenant les entreprises, on a aussi en la matière beaucoup de changements forts attendus. D'une part, l'idée est de mieux se coordonner dans la relation à l'entreprise. On a là-dessus une mission d'impulsion côté France Travail, mais en étroite coordination évidemment avec tous nos partenaires de la relation à l'entreprise pour être en capacité de mieux se coordonner dans nos démarches vis-à-vis des entreprises. Le but pour nous, c'est aussi d'essayer de renforcer notre prospection entreprise, et c'est, pour le dire de façon très simple, de toucher beaucoup plus d'entreprises qu'on en touche aujourd'hui, puisque peut-être que vous le savez, mais en réalité, France Travail ne s'adresse qu'à peu près un tiers des entreprises, et l'idée, c'est d'offrir notre offre de service et d'avoir des relations avec beaucoup plus d'entreprises, en particulier les TPE et PME. Et pour ça, nous allons développer des plans de prospection entreprise, et nous allons tâcher aussi de renforcer le service personnalisé dans notre accompagnement à l'entreprise, ce qui va passer par la mise en place notamment d'un interlocuteur privilégié, le conseiller entreprise chez France Travail, qui va, on l'espère, renforcer la qualité de service, qui est déjà en soi assez forte dans la relation à l'entreprise, mais notre but, c'est vraiment de toucher plus largement les entreprises, de leur simplifier l'accès à nos services afin de les aider à recruter plus rapidement et plus durablement les personnes en recherche d'emploi. Je vois que mon temps imparti est quasiment terminé, je ne serai pas plus long et sous le contrôle de Brice, je suis bien sûr à disposition pour répondre à quelques questions avant de céder la place à mes collègues. Merci beaucoup, Monsieur Chambe. Parfait sur le timing. Et du coup, on a quelques questions. Merci à vous dans le chat. Peut-être par rapport à ce que vous avez mentionné l'Académie France Travail au début de votre intervention. Une question pour savoir à partir de quand ça va se mettre en place, ça va être concret. Est-ce que c'est 2025, 2026, 2027, peut-être déjà, pour ceux qui sont intéressés. Et puis, du coup, pour élargir un petit peu de manière plus générale, on a un intérêt sur toute la dimension outillage du réseau pour l'emploi. Quid de cet outillage?
Et puis toute la question de comment les différents niveaux de comités locaux pour l'emploi vont communiquer. Voilà, communication entre les différents niveaux, comment ça va se passer. Donc ça fait un peu 3 niveaux. Je vous laisse répondre et je reprendrai éventuellement. Merci Brice. Alors sur l'Académie Ouais. France Travail, les choses sont en train de se mettre en place. Il y a d'ores et déjà des modules qui sont disponibles pour certains partenaires. Les choses se constituent au fil de l'eau. Il y a déjà par exemple avec l'APEC des modules en commun qui sont donc à disposition aussi bien donc des conseillers France Travail que des conseillers APEC. Il y a donc des modules qui sont en cours de construction et qui vont se développer au fil de l'eau. Donc, en termes de calendrier, c'est déjà disponible pour certains partenaires. Ça le sera plus globalement avec d'autres partenaires au fil de l'eau. Et derrière l'académie, il y a de l'offre de formation classique, j'ai envie de dire, mais il y a aussi toute la création de communautés de travail qui peuvent être mises en place à travers cette académie. Donc, il y a des communautés numériques d'échange de pairs, de pratiques. Donc, les choses sont en train de se constituer et ça se fait au fil de l'eau. Donc, difficile d'en donner une vision globale, mais en fonction des réseaux auxquels on appartient et en relation avec les chargés de formation ou les personnes dans vos structures respectives qui s'occupent du développement de compétences, vous pouvez poser la question et il se peut qu'il y ait déjà une offre disponible au niveau de l'Académie France Travail. S'agissant du réseau pour l'emploi, son outillage va être le suivant. Il va se focaliser, je le disais dans mon intervention, sur les comités locaux pour l'emploi qui sont en quelque sorte le niveau privilégié de l'action. C'est là que vont se mettre en place, enfin, c'est là que vont être élaborées des feuilles de route opérationnelles. Et donc, ce qui va se passer à compter du deuxième semestre 2024, c'est que des facilitateurs, alors à la fois côté France Travail, mais aussi de nos partenaires, vont être mis à disposition de ces instances pour aider les opérationnels, pas les institutionnels, pas au stade, si vous voulez, de l'instance en tant que telle, mais en amont, ils vont aider les opérationnels, donc les gens comme vous et nous, et tous ceux peut-être qui nous écoutent, pour construire des feuilles de route opérationnelles, donc travailler des séances d'intelligence collective courant deuxième semestre 2024 pour identifier ce que sont les besoins d'action à l'échelle d'un bassin d'emploi, quelles sont les priorités d'action, quels sont les financements mobilisables et quels sont les outils de pilotage et de suivi qu'on peut mettre en place. Et c'est un deuxième élément d'outillage qu'on peut apporter. France Travail, en lien avec ses partenaires, travaille à la mise en place d'un tableau de bord qui sera partagé et qui permettra d'identifier des indicateurs clés à la fois de suivi de l'action, mais aussi de pilotage par les résultats des actions mises en œuvre. Donc, ce sont deux éléments d'outillage qui vont être à disposition des comités locaux pour l'emploi dès cet été. Quant à l'articulation entre les trois niveaux, j'ai peut-être pas précisé dans mon intervention, mais les comités locaux et les comités départementaux pour l'emploi vont faire l'objet d'un décret qu'on attend dans les semaines qui viennent, mais qui vraisemblablement ne précisera pas cette articulation. Donc, elle va être précisée par une note d'instruction ministérielle qui, semble-t-il, laissera beaucoup d'autonomie aux acteurs locaux. Et les premiers éléments de réponse qu'on peut apporter, c'est que dans cette articulation, on va être dans une approche dite de subsidiarité. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire à une échelle infra, on le fait à une échelle infra, et ce qui relève de sujets qui doivent être traités à une échelle supra, on le traite à une échelle supra. Pour prendre un exemple, sur le champ de la formation, s'il doit y avoir de l'achat de formation collective qui déborde d'un bassin d'emploi, ce qui est quand même souvent le cas, ces sujets-là seront traités à l'échelle du comité départemental ou régional, y compris parce que c'est à cette échelle-là que l'on a les financeurs compétents. Donc, c'est une approche un peu ascendante. Tout ce qui peut être fait en termes de prérogatives d'action et de moyens, y compris financiers, on le fait à l'échelle infra. Et si on ne peut pas, on fait remonter des besoins aux échelles supra.
Voilà un peu la logique qui va être celle de l'articulation des comités. Très bien, merci beaucoup. Bah, ça suscite encore quelques questions et commentaires. Alors, on ne pourra pas y répondre à toutes, mais ne vous inquiétez pas, on va travailler sur une foire aux questions qui sera mise à votre disposition en même temps que le document qui vous est présenté sur une page ressource sur le site de Via Compétences. Donc voilà, vos questions ne sont pas posées en vain, donc n'hésitez pas, même si on n'y répond pas en direct. Eh ben, merci beaucoup pour cette première partie. Donc je vais vous proposer maintenant d'aborder, de passer sur la seconde partie, qui va être la feuille de route 2024. Et donc, je vais donner la main à Monsieur Panisset pour nous faire une présentation à nouveau d'une quinzaine de minutes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Brice. Du coup, oui, j'enchaîne sur une partie un peu plus opérationnelle, on va dire, très stratégique, les marqueurs de la réforme qu'a pu évoquer Pierre juste avant, et je m'attardais un peu avec vous sur les grandes données opérationnelles, la feuille de route 2024 de l'établissement. Alors, projet de transformation de l'établissement, année de transformation 2024, ça va être très clair comme ça. Et puis, afin d'aborder évidemment toutes les échéances qu'on a pu évoquer déjà à compter du 1er janvier 2025, les marqueurs qu'a pu déjà souligner Pierre, notamment l'inscription pour tous. Voilà, on se met en ordre de marche, en tout cas là-dessus. Avec l'idée, évidemment, de conserver et consolider nos acquis, notamment en matière de satisfaction des entreprises qui font appel à nos services ou satisfaction des demandeurs d'emploi qu'on accompagne dans leur recherche d'emploi ou leur indemnisation. On ne part pas de rien, évidemment, en 2024. Au contraire, pour cette transformation de Pôle emploi en France Travail, on parle de départ lancé, et on se donne donc 3 grandes priorités sur cette année 2024. Premier axe, je vais revenir dans le détail juste après, donc déjà amplifier, poursuivre ce qui marche déjà bien. Voilà, on ne part pas de rien. Et toujours dans l'optique de lutter contre les difficultés de recrutement, les tensions de recrutement, et lutter contre une certaine remontée du chômage qu'on attend aussi selon le contexte économique. Et on se dirige, évidemment, on a en tête cette loi plein emploi, le plein emploi au maximum, tendre vers le plein emploi au maximum d'ici 2027, dans les approches gouvernementales. Un axe 2, et du coup, Pierre l'a évoqué, sur les phases de préparation, on est sur une démarche de test and learn, en tout cas, avec un message fort, on part du local. Pierre parlait d'une approche ascendante, c'est le local, en gros, et avec un message de nos directions, même générales, là-dessus. Les opérations avant les textes, avant la norme ou le décret. C'est le terrain, en fait, qui emmène pratiquement même les notes ou les décrets. Donc, voilà, la priorité à la phase ascendante et au terrain, surtout. Et puis, l'axe 3, du coup, dans cette année de transformation, on va revoir nos organisations, on va revoir nos process, et il va nous falloir, évidemment, en interne, développer les compétences nécessaires, c'est aussi un lien avec la question Académie France Travail, et développer aussi avec les partenaires, en tout cas, et mieux se connaître aussi, et avec un engagement sociétal au service de tous, au service du public. Voilà un peu pour les grandes priorités, puis je vais m'attarder du coup maintenant un peu pour aller dans le détail. Donc, si je vais sur l'axe 1, donc amplifier l'usage de dispositifs qui ont fait leurs preuves, je vais aller sur les 3 dominantes que nous avons, en tout cas, nous, à prendre en compte. Si on passe au côté entreprise, Pierre s'est déjà un peu attardé pas mal sur ce sujet-là. L'idée, c'est de poursuivre notre investissement en faveur des entreprises et notamment les TPE, PME, celles qui méconnaissent le plus souvent l'offre de service, notre offre de service, et qui l'utilisent moins. Donc, on est bien dans cette optique de lutter contre les difficultés de recrutement, d'accélérer les recrutements par rapport à un contexte qui reste encore porteur. Et puis surtout, c'est aider à recruter autrement. Ça, c'est un peu le leitmotiv que l'on a. Là aussi, on ne part pas de rien, on a fait déjà beaucoup de choses là-dessus. Donc, des ambitions fortes côté entreprise. Vous avez le document sous les yeux. On peut s'attarder surtout, attardez-vous sur les pourcentages, en tout cas demander en termes d'évolution, d'objectifs, en tout cas très opérationnels qu'on demande à nos équipes, notamment doubler le nombre de visites, de prospection ciblée, tout en coordonnant nos actions. L'idée, c'est qu'on n'est pas tout seul. On a plein d'acteurs aujourd'hui qui œuvrent, en tout cas dans la relation entreprise, et Pierre en a parlé juste avant. L'idée de se coordonner, d'établir ensemble une stratégie locale sur un bassin d'emploi. Donc, on revient évidemment sur cette primauté donnée au bassin d'emploi. Quel secteur d'activité, quelle cible d'entreprise. On parle de coordination des acteurs, on parle de mise en place de task force entreprise.
et de repéreurs d'offres. Donc, on parle de tests là-dessus. Donc, voilà, doubler le nombre de visites, mais on ne fait pas n'importe quoi et on se coordonne en tout cas sur le terrain. Pareillement, d'autres objectifs, intensifier le recours aux immersions professionnelles qui, pour 7 personnes sur 10, peuvent déboucher sur un emploi. Et sa petite sœur, dématérialisée, l'immersion facilitée, je pense que vous le connaissez, c'est qu'on développe en tout cas de plus en plus. Développer aussi le nombre de promotions de profils. En tout cas, quand on va voir aussi des entreprises qu'on ne connaît pas, on peut peut-être aller avec des profils sous le coude, en tout cas qu'on aurait pu travailler avant. Et puis, développer aussi le nombre de candidats évalués par la méthode dite de recrutement par simulation, que vous connaissez peut-être, et la méthode dite des habiletés, qui fait fi du CV, mais qui parle des habiletés. Et puis, c'est aussi, je ne le mets pas dans le slide, mais je pense que tu reviendras dessus, peut-être Jean-Michel par la suite, développer aussi le nombre de préparations opérationnelles à l'emploi et d'aide de formation pour la l'embauche, qui peuvent servir et qui sont un outil aussi fortement aujourd'hui aussi budgété. J'y reviendrai juste après. Si je m'attarde sur le côté demande d'emploi, accompagnement en tout cas des demandeurs d'emploi, évidemment, le leitmotiv, c'est mieux accompagner et former les demandeurs d'emploi. Donc, une orientation plus rapide pour débuter, un accompagnement plus rapidement, c'est ce qu'a pu évoquer Pierre dans les marqueurs. Une focale toujours sur les plus éloignés de l'emploi, évidemment, le travail sur les contraintes personnelles ou freins périphériques, mobilité, santé, garde d'enfants, illettrisme, électronisme, entre autres, et en s'aidant évidemment plus des offres de services des acteurs, dans les acteurs du réseau pour l'emploi, car on a tous des bouts de solutions, en tout cas, pour aider le demandeur d'emploi. Par exemple, la mobilité, on a tous un pan, on peut tous s'aider là-dessus. Donc, on a besoin de renforcer en tout cas notre coopération sur ces contraintes personnelles ou freins périphériques. On réaffirme évidemment une grosse focale sur les jeunes. On a le contrat d'engagement jeune, les CEJ que nous développons aussi avec nos partenaires des missions locales. Et un accent notamment, on nous demande aujourd'hui de développer aussi ce contrat d'engagement jeune dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les QPV, fortement. Là, on nous augmente encore de 4-5 points, 20% en tout cas de nos contrats d'engagement jeunes doivent être dans ces quartiers prioritaires de la ville. Là, c'est un objectif opérationnel. Et on parle demain de contrats d'engagement dynamique. Donc, un rappel aussi sur la logique droit et devoir. Donc, on va renforcer le contrôle de la recherche d'emploi. Vous voyez qu'on augmente fortement les contrôles. Contrôle de la recherche d'emploi. L'idée, c'est de rebooster certaines situations, certains profils et pallier les sanctions. Je rappelle que les radiations pour sanctions, c'est 4% des radiations. On est dans des optiques de rebooster et non de sanctionner. On peut en avoir dans les sanctions. Et puis, un dernier point sur ce, j'en profite, parce que je parle de former, un petit point sur quelques infos sur le PRIC. Vous l'avez vu, on a une préfète de région qui a communiqué vendredi dernier, le 17 mai, sur l'obtention du PRIC et sur les montants. Je peux parler des montants aujourd'hui, je peux vous parler des montants, avec un budget de 98,5 millions d'euros sur le PRIC 2, dont 61,5 millions sur les achats collectifs et une enveloppe exceptionnelle sur les POE, justement. C'est pour ça que je vous en parlais juste avant, pour donner cet ordre d'idée. Alors, je ne peux pas aller plus en avant parce que cette convention n'est pas totalement signée, même si une annonce, en tout cas, de la préfète. Il y a encore des allers-retours entre l'État et France Travail, à qui on confie le PRIC dès 2024. Je rappelle les publics prioritaires, je pense que vous les avez tous en tête, les BRSA, les bénéficiaires d'obligations d'emploi, un travailleur handicapé, les seniors, les jeunes, jusqu'à Bac+2 aussi non obtenus, et les personnes entre 26 et 54 ans, un frein bac. Voilà, on va mettre l'accent sur ces publics prioritaires avec l'objectif que ces publics prioritaires représentent 71% des entrées en formation. Voilà, ça, c'est inscrit dans la convention qui est en cours de finalisation et de signature. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur le PRIC dans ce slide. J'ai parlé entreprise, j'ai parlé accompagnement des demandeurs d'emploi, j'ai parlé un peu indemnisation. On n'oublie pas l'indemnisation aussi. Voilà. Au-delà des débats qui sont en cours encore sur l'assurance chômage, c'est encore en grand débat aujourd'hui. On aura peut-être une fumée blanche dans quelques temps, on va voir là-dessus. L'idée, en tout cas, c'est le juste droit. On a mis en place une démarche de sécurisation de l'indemnisation au cœur de France Travail, dans le développement des compétences de nos conseillers référents à l'indemnisation, dans leur proactivité à des moments clés, ouverture de droit, actualisation, reprise d'emploi, changement de situation, dans l'organisation, dans le pilotage. L'idée, c'est de réaffirmer le rôle central de l'indemnisation. On ne pourra pas parler projet professionnel, recherche d'emploi, dès lors qu'on n'a pas rassuré, ou non, en tout cas, des demandeurs d'emploi sur leur éventuel droit aux allocations de chômage.
Et puis, évidemment, il y a aussi une optique d'avoir une démarche qualité. Je parlais de conseil des acquis sur la satisfaction, une démarche fil rouge sur la qualité de service. On est engagé aussi sur les engagements service public plus, et puis dans la qualité de satisfaction sur toutes les dominantes, que ce soit entreprise, accompagnement ou indemnisation. Si je vais sur l'axe 2, là, je vais aller du coup sur la préparation des échéances au 1er janvier 2025. Et là, c'est plutôt, du coup, on arrive dans les phases de test and learn. Et là-dessus, je peux vous illustrer en tout cas quelques experts, en tout cas quelques expérimentations qui sont déjà aujourd'hui en cours. Notamment, alors, on a, vous voyez, l'accompagnement du ministère du RSA, on a 5 territoires aujourd'hui qui sont engagés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. 2 dans le Rhône, le Rhône est engagé, l'Allier, si je ne me trompe pas, je passe tout contrôle Pierre, parce que je peux avoir des trous. Je crois qu'on a la Haute-Savoie aussi, notamment, qui sont engagés, en tout cas, des parties de territoire, qui sont engagés, en tout cas, dans l'expérimentation en faveur des ministères du RSA pour développer un accompagnement plus rapide avec l'ensemble des partenaires. Et puis, on a ARA, en tout cas aussi la région ARA est pilote sur la refonte du contrôle de la recherche d'emploi. Donc, je vous en ai parlé, on va renforcer, on va doubler nos contrôles, mais on revoit aussi nos process dessus pour aller dans cet objectif. Et puis, on développe aussi, alors je sais qu'on a une expérimentation qui va démarrer aussi sur l'espace personnel numérique dans le Puy-de-Dôme, dans peu de temps. Et puis, on revoit aussi, je m'attendais un peu là-dessus, sur une expérience sur, alors c'est concerné 9 agences, en tout cas, 11 agences sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur une centaine, en tout cas, nationale, sur la refonte des modalités de suivi d'accompagnement, des fameuses MSA, peut-être que vous connaissez cet acronyme, sur modalité d'accompagnement selon l'autonomie et du monde d'emploi dans ses recherches d'emploi, l'avancée sur son projet professionnel, ou selon qu'il y ait des contraintes personnelles à gérer ou non. Donc, parce qu'on est convaincu, on veut revoir ça parce qu'on est convaincu que ces MSA, ces modèles d'accompagnement, arrivent au bout d'une logique. On fait plusieurs constats. On constate une faible mobilité entre ces modalités d'accompagnement, une sorte d'enfermement dans une modalité, pas de durée d'accompagnement réellement, et puis une faible mobilisation du bouquet de services de France Travail ou des partenaires, et même un service qui décroît tout au long de l'accompagnement. D'où le fait de vouloir revoir, en tout cas, et transformer cet accompagnement du demandeur d'emploi, avoir une réponse plus adaptée, proposer un parcours plus intensif à ceux qui sont les plus éloignés, et puis développer donc ce nouveau contrat d'engagement. Donc voilà, ça va être testé sur 11 agences chez nous. Ça commence là avec un nouvel outil aussi commun, le diagnostic socio-professionnel, qui est un outil, c'est un premier outil commun du réseau Pôle emploi, puisqu'il a été créé avec les travailleurs sociaux des conseils départementaux, missions locales et Cap Emploi notamment, des critères communs. Et puis là, donc, je vais parler dans ces nouvelles modalités. Il y a aussi l'idée de mettre une dynamique, une corde de rappel avec la mise en place d'un jalon, un accompagnement sur 6 mois pour remettre la dynamique en jeu à chaque fois, tous les 6 mois, par rapport à la situation d'un demandeur d'emploi. Voilà quelques expérimentations qui sont en cours. Il y en a beaucoup. Je ne peux pas vous les citer. Je me suis fait une petite focale sur le temps imparti sur celles qui pouvaient vous intéresser. Autre axe, ben voilà, on parlait des outils communs. Donc on parle du coup là-dessus, en tout cas du système d'information. On en a parlé, Pierre en a parlé, du système d'information de plateforme, des interfaces qui peuvent permettre à de nombreux partenaires, en tout cas, de partager un certain nombre de données. On parle de critères d'orientation communs, d'un diagnostic commun, qui sera demain la première phase de l'accompagnement à compter du 1er janvier 2025, et avec un diagnostic aussi des données donc visibles, et les outils qui peuvent être alimentés par tout le monde et visibles par l'ensemble des acteurs. Donc, c'est un vrai enjeu, comme l'a souligné Pierre dans son intervention. Un vrai sujet, c'est renforcer évidemment la connaissance mutuelle. Souvent, c'est un peu l'affaire de personne. On a besoin en tout cas de renforcer notre connaissance. Des fois, on semble connaître l'offre de service des partenaires, mais ce n'est pas totalement le cas. Et je pense qu'on a intérêt du coup à renforcer cette connaissance des vies ma vie, ou en tout cas l'idée de mutualiser, d'utiliser le bon dispositif au service de nos publics, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou entreprises. Et puis, on a l'ambition d'appuyer la nouvelle gouvernance, alors que c'est le pilotage, c'est le bord commun. On a pas mal de choses aussi à travailler au local. C'est un peu l'axe, en tout cas, de renforcer et d'appuyer les comités locaux pour l'emploi qui vont se mettre en œuvre à compter du 1er juillet, notamment de cette année.
Et si je viens sur l'axe 3, parce que tout ça, on le fait comment? Alors, voilà, c'est aussi en interne, c'est l'idée de simplifier. En tout cas, on parle de 3 piliers de transformation, mais l'idée aussi en interne de simplifier au maximum les choses pour nos collaborateurs. Mais du coup, si on le simplifie pour les collaborateurs, on le simplifie aussi pour les demandeurs d'emploi et les entreprises. Hein, c'est l'idée derrière. Et je vais vous dire, on essaie de lutter contre tous les irritants. En tout cas, éviter de gagner du temps pour le consacrer plus à l'accompagnement et à demandeurs d'emploi des entreprises. Par exemple, on revoit aussi nos courriers qui génèrent peut-être des visites, des incompréhensions, des visites en agence. Voilà, on essaie d'avoir des uploads un peu plus pour envoyer des documents à uploader beaucoup plus facilement. Voilà, quelques exemples. Et puis la transfo, ça concerne tout le monde. Donc, on se doit d'embarquer tout le monde, d'où le fait que tout le monde est appelé à co-construire cette transformation. Et puis là, on a un projet qui est un peu un vrai enjeu et qui va marquer aussi la vraie transformation de Pôle emploi à France Travail. C'est ce programme, cet engagement d'un travail sur nos valeurs et notre raison d'être. Je pense que c'est toujours intéressant de rappeler pourquoi et pour qui on travaille en interne, en France Travail, avec nos partenaires. Et donc là, on va engager dès juin et jusqu'à la fin de l'année un travail interne sur notre valeur et notre raison d'être. Et je pense qu'on soumettra aussi à nos partenaires en fin de démarche interne. Évidemment, qui dit changement d'organisation, de posture, de process, dit évidemment développer nos compétences. Donc, on va avoir un effort fort aussi sur le développement des compétences et les postures de nos conseillers, quels qu'ils soient, entreprises, accompagnement ou indemnisation. Ça, c'était évidemment induit. Et en plus, du coup, se mailler aussi avec les modules qui peuvent voir le jour, modules en commun sur l'Académie France Travail. Pierre en a parlé, ça commence à se mettre en place. On aura sûrement des modules communs avec nos partenaires. Ce sera intéressant du coup d'échanger, avoir nos points de vue, en tout cas là-dessus, sur des modules communs. Et enfin, oui, évidemment, tout ceci dans une démarche très orientée, en tout cas sociétale, lutte contre toutes les discriminations possibles, une focale aussi sur la prise en compte des personnes en situation de handicap. Voilà, donc là, c'est aussi cet axe fort qu'on veut marquer, en tout cas, dans cette feuille de route 2024. Voilà, bref, je fais très exhaustif, mais là, non. Hein, mais pour ne pas trop rentrer dans le détail, pour essayer de mettre la place à quelques questions et rebondir, en tout cas, sur quelques items que j'ai pu aborder avec vous. Merci beaucoup, Vincent, pour cette partie. Alors, peut-être déjà une première question. Vous avez présenté des objectifs chiffrés au début de vos slides. Peut-être pour que ce ne soit pas ambigu, est-ce que c'est au niveau régional ou au niveau national? Ils sont nationaux. D'accord. Ok. Là, par contre, ce que je peux préciser, c'est que les pourcentages, pour ça que je veux dire, attardons-nous sur les pourcentages, on a les mêmes. On a les mêmes évolutions. Voilà. Parfait. Très bien. Alors, dans le chat, on nous demande si le travail sur la task force entreprise a démarré ou pas encore. C'est quelque chose qui est prévisionnel. Aujourd'hui, voilà, on se met en ordre de marche pour l'instant. On a des programmes, je passe au contrôle, hein, Pierre, évidemment, toi qui chapeaute tout ça au niveau de la région, mais on a quelques programmes au niveau national qu'on doit travailler aussi au niveau régional, qui se mettent en place. On commence à travailler évidemment sur le programme sur la relation entreprise et cette coordination. Donc, ça fait partie des sujets. Ça commence à se mettre en ordre de marche. Voilà. Oui, peut-être juste en précision, les task force au sens vraiment d'une équipe dédiée relations entreprises, elle s'expérimente principalement dans les bassins d'emploi qui aujourd'hui expérimentent l'accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA, puisque c'est un des jalons de la réussite. Donc nous, pour le territoire, on a, comme le disait Vincent, 5 bassins concernés dans le Rhône, le Cantal, l'Allier et puis la Haute-Savoie. D'autres territoires vont expérimenter en dehors de notre région des task force de façon un peu plus structurante, mais c'est quelque chose qui devrait se généraliser assez vite. Donc c'est pour l'instant une approche un peu expérimentale. En revanche, ce qui est aussi expérimental mais qui se généralisera très vite, c'est cette coordination de la relation à l'entreprise. Donc au-delà de la constitution vraiment de task force qui peuvent utiliser des outils communs, qui ont vraiment un plan commun, admettons, de prospection ou de relation à l'entreprise. Le préalable de tout ça, c'est au moins de se coordonner entre acteurs de la relation à l'entreprise, évidemment sur le champ qui nous concerne, hein, de l'aide au recrutement des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui se met en place dans tous les départements avec plus ou moins de vitesse et de niveau d'intensité, mais
c'est une démarche qui est lancée et qui, pareil, a vocation à s'amplifier avec le temps. Une démarche, justement, Pierre, sur laquelle on voulait un peu insister sur 2 départements, je crois, sur le… Oui, on a le Puy-de-Dôme et la Savoie qui sont un peu en avance de phase là-dessus, donc ce qui se traduit notamment par des réunions entre France Travail, les services de l'État, les branches professionnelles, éventuellement des organismes de formation. Enfin, ils le font en fonction de l'écosystème qui est le leur sur les territoires concernés. Et c'est une approche très pragmatique, mais qui permet de mieux se coordonner. Et moi, je dirais très prosaïquement d'avoir un niveau d'efficience plus fort dans la relation entreprise, c'est-à-dire toujours dans cette approche dites-le-nous une fois, de moins déranger les entreprises, ou alors quand on va la voir, d'être en capacité de porter le message de structures différentes pour que finalement la relation d'entreprise soit efficiente et que le contact qu'on puisse avoir soit le plus utile possible aux besoins de recrutement de l'entreprise. Merci beaucoup. En tout cas, la question du lien avec les territoires, de l'articulation avec la question des objectifs chiffrés nationaux, régionaux a fait un peu réagir. Et sur cette idée d'ajustement, de prise en compte des territoires, je crois que vous y répondez un petit peu là avec ce que vous avez apporté. Et une autre question qui est posée, c'est vous n'avez pas mentionné les structures d'insertion par l'activité économique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change à ce niveau-là? Est-ce qu'elles ont une place? Est-ce que les SIE? Pour moi, elles ont une place. Quand on parle des acteurs du réseau pour l'emploi, pour moi, je ne les ai pas cités. Alors, c'est une omission de ma part, mais les acteurs du réseau pour l'emploi, je pense que les structures d'insertion ont tout à fait leur place. Du coup, après, et je pense, et je reviens sur ce que vous dites, en tout cas sur le fait, c'est aussi au local que tout va se jouer aussi à un moment donné, comme on ouvre en tout cas le réseau des acteurs au local, et les structures d'insertion ont tout à fait leur place, évidemment, par rapport au public que l'on accompagne, en tout cas que l'on accompagne tous aujourd'hui. Donc voilà, je ne les ai pas citées, mais pour moi, elles sont induites dans les acteurs primordiaux du réseau pour l'emploi. Bon, tant mieux a priori. Super, merci. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose d'enchaîner avec la troisième partie de ce webinaire. Donc, on va aborder les aspects vraiment les plus pratiques de notre temps ensemble. Et je vais donner la parole à Jean-Michel Prioret pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Merci Christophe. Oui, donc, bien moi, je vais vous parler des évolutions sur des mesures de financement des formations visant à aider les entreprises à recruter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à très récemment, jusqu'à fin avril, coexistaient deux dispositifs, deux mesures pour aider les entreprises à recruter, pour financer de la formation. C'était l'AFPR, l'aide à la formation préalable au recrutement, et la préparation opérationnelle à l'emploi. L'AFPR étant ciblée sur des contrats d'une durée comprise entre 6 mois et inférieure à 12 mois, alors que la préparation opérationnelle à l'emploi visait des embauches sur des contrats dits durables, c'est-à-dire soit des contrats à durée indéterminée, soit des contrats d'une durée minimum de 12 mois. Alors la loi plein emploi vient modifier ces mesures et la première grande évolution, c'est que l'AFPR disparaît et la préparation opérationnelle à l'emploi est ouverte et s'élargit à des contrats plus courts. Du coup, ça va permettre d'avoir une seule mesure, la préparation opérationnelle à l'emploi, donc une simplification, on va le dire, qui va permettre donc de couvrir des durées de contrat beaucoup plus souples, et donc par ce biais-là, donc faciliter l'acquisition de compétences des salariés qui seraient recrutés par les entreprises, mais pour lesquels il manquerait quelques compétences pour être vraiment adaptés au poste à pourvoir. Alors, du coup, quels sont les contrats qui seront éligibles à cette nouvelle POE? Donc, les contrats à durée déterminée de 6 mois à 12 mois,
les contrats de travail temporaire supérieurs ou égal à 6 mois, bien sûr les contrats à durée indéterminée en CDI et CDI d'intérim, les contrats à durée déterminée d'insertion, les CDDI, les contrats de professionnalisation en CDI ou en CDD de 6 mois minimum, les contrats d'apprentissage supérieurs ou égal à 6 mois, et nouveauté, un ou plusieurs contrats de mission d'une durée totale d'au minimum 6 mois dans les 9 mois après la sortie de formation. Alors, une évolution aussi importante et qui doit répondre aux besoins des emplois saisonniers, la PEE pourra aussi bénéficier à des contrats à durée déterminée ou des contrats de mission conclus pour un emploi saisonnier d'une durée minimale de 4 mois. Hein, on pense bien sûr aux besoins dans le secteur du tourisme et puis aux besoins à venir aussi. On pense aux Jeux Olympiques parce que là aussi, il y aura pas mal d'emplois saisonniers liés à cet événement. Donc voilà pour en tout cas les contrats éligibles à cette nouvelle PEE. Alors tout ce que je vous dis là, c'est très récent et le décret qui doit paraître pour confirmer tout cela n'a pas été encore publié. Ça doit être très imminent. En tout état de cause, l'objectif c'est bien que cette nouvelle PEE puisse être mobilisée le plus rapidement possible et pour répondre aux besoins notamment des emplois saisonniers de l'été. Alors, concernant les entreprises bénéficiaires, là, il n'y a pas d'évolution majeure par rapport à ce qui existait préalablement. Simplement préciser que les entreprises peuvent aujourd'hui faire une demande d'aide au titre de la PEE de façon dématérialisée par rapport à leur espace employeur, et ce, même si l'entreprise n'a pas au préalable déposé une offre d'emploi auprès de France Travail. Alors, les employeurs, rapidement, ça concerne bien sûr les employeurs du secteur privé, y compris les particuliers employeurs, les structures d'insertion par l'activité économique, on en parlait tout à l'heure, les groupements d'employeurs, notamment les GIEC, les entreprises de travail temporaires proposant plusieurs contrats de mission, et puis aussi les employeurs du secteur public, collectivités territoriales, établissements publics administratifs. Alors à noter bien sûr que pour que les employeurs puissent bénéficier de ce financement, il faut qu'ils soient à jour de leur cotisation sociale et il faut qu'ils n'aient pas licencié pour motif économique dans les 12 derniers mois, sauf dérogation particulière. Donc voilà pour les entreprises qui peuvent bénéficier de cette PEI rénovée. Alors, concernant maintenant les modalités de formation, alors on retrouve trois principales modalités. Bien sûr, la formation entre guillemets théorique en organisme de formation, donc avec l'intervention d'un organisme de formation externe, voire interne, pour les organismes qui disposent d'un organisme interne agréé. Ça peut être aussi de la formation en situation de travail, bien sûr. Hein, donc là, c'est l'entreprise qui est réellement le lieu de formation, avec l'appui d'une expertise pédagogique externe. Et puis, la possibilité de réaliser la formation sous forme de tutorat à 100%. Voilà, donc ça, c'est possible. Ou alors, une forme hybride, c'est-à-dire à la fois du tutorat combiné à des temps de formation au sein d'un organisme interne ou externe. Alors, compte tenu du fait que le tutorat à 100% est une modalité donc possible, il est prévu un encadrement plus strict de ce tutorat, hein, notamment le fait que l'entreprise identifie clairement un tuteur qui soit volontaire, qui ait l'expérience requise pour tutorer et qui ne doit pas tutorer plus de trois personnes
au sein de la formation en même temps. Et puis, nouveauté aussi, c'est que il y a délivrance d'une attestation de développement des compétences qui soit délivrée par l'entreprise dans le cadre d'une formation réalisée à 100% en tutorat. Sachant que pour accompagner ces évolutions, il y aura effectivement sur le deuxième semestre de l'année des contrôles pour vérifier que effectivement ces conditions de respect des règles du tutorat soient bien respectées par les entreprises qui mettront en œuvre cette formule-là. Alors, concernant maintenant les durées de formation. Alors, première évolution dans le cas général, il y aura une augmentation du plafond de la formation, puisque préalablement la formation était d'une durée maximum de 400 heures. Là, elle passera à 450 heures de formation, c'est-à-dire 3 mois. Et cette évolution, elle a été faite notamment pour répondre aux besoins de formation dans le domaine du transport, où des formations à la conduite nécessitaient 450 heures de formation et la PEE ne pouvait pas, ou la FPA ne pouvait pas donc répondre à ce besoin étant limité à 400 heures. Ça, c'est le cas général. Ensuite, les cas plus spécifiques, plus particuliers. Alors, pour les formations réalisées à 100% en tutorat dans l'entreprise, là, la durée de formation ne pourra pas dépasser 300 heures au maximum, soit 2 mois de formation. Alors, ça, c'est valable pour les formations réalisées à 100% en tutorat, mais aussi pour les contrats d'emploi saisonnier de 4 mois à moins de 6 mois. Donc là aussi, dans ce cadre-là, la formation 100% tutorat sera limitée en durée. Deuxième cas particulier, si on peut dire, c'est l'augmentation du plafond de jusqu'à 600 heures, donc 4 mois, pour les demandeurs d'emploi prioritaires visés dans le nouveau cycle du plan d'investissement des compétences, qui a été évoqué tout à l'heure par Vincent. Donc c'est public, je le rappelle rapidement, hein, les personnes en recherche d'emploi de 26 à 54 ans sans le bac, de moins de 26 ans jusqu'au bac plus 2 non obtenu, les bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi et les seniors de 55 ans, tous ces publics-là étant là sans condition de diplôme. Voilà. Et puis enfin, dernière situation, ces nouvelles dispositions prévoient la possibilité de maintenir des initiatives régionales dérogatoires visant à pouvoir allonger la durée notamment la durée de la préparation opérationnelle à l'emploi, donc d'aller au-delà de 600 heures pour répondre à des besoins spécifiques liés au tissu économique de certains territoires ou de certaines régions, ou à des besoins de certains secteurs d'entreprise. Et là, donc, ces dérogations devront être validées par la Direction générale de Pôle emploi et faire l'objet d'une information au sein de l'instance paritaire régionale de France Travail. Donc, ça c'était concernant les durées de formation. Alors maintenant, concernant les prises en charge financières, alors tout d'abord, notez qu'il n'y a pas de plafond de coût horaire pour les formations réalisées par un organisme de formation. Donc là, effectivement, ça sera aux conseillers et aux équipes de direction de France Travail d'apprécier le coût horaire proposé par l'organisme de formation au regard du besoin, au regard de la nature de la formation. Sera ultérieurement proposé aux conseillers des barèmes indicatifs de formation pour leur donner des points de repère selon le type de formation, le secteur de formation. Voilà. Alors, par contre, concernant le tutorat à 100%, hors l'action de formation en situation de travail, là, le coût horaire sera plafonné à 5 € net. Voilà. Donc là,
c'est le plafond lié au tutorat. Et puis enfin, concernant la FEST, là, la prise en charge financière est à 100%. Hein. Donc, prise en charge qui concerne à la fois l'entreprise, hein, notamment les actions d'accompagnement du tutorat réalisées par l'entreprise, et aussi par l'organisme expert pédagogique qui encadre l'action de formation en situation de travail. Donc voilà pour les modalités de prise en charge financière de la préparation opérationnelle à l'emploi. Voilà. Ensuite, peut-être dernier point. Ah, j'ai passé un petit peu trop vite avant de passer aux questions. Bon, toute petite focale rapide sur sur la FEST, hein, le travail formateur, pour rappeler que c'est la préparation opérationnelle à l'emploi est bien la mesure qui soutient le financement de la mise en œuvre de la FEST, hein, puisque dans le cadre de la FEST, il y a un organisme de formation qui intervient obligatoirement, hein, pour encadrer donc l'entreprise, pour garantir que le plan de formation est réalisé et que le tutorat se fait de façon qualitative. Donc voilà, donc là, dans ce cadre-là, la prise en charge est à 100%, à la fois côté entreprise et à la fois côté organisme de formation, étant directement rémunéré par le biais de l'APO. Voilà pour voilà, vous présenter ces nouvelles mesures concernant la préparation opérationnelle à l'emploi, dont je rappelle l'objectif est bien, toujours dans le cadre du plein emploi, de faciliter, hein, le recrutement des entreprises, notamment celles qui rencontrent des difficultés et qui sont donc amenées à recruter des personnes qui n'ont pas tout à fait toutes les compétences pour occuper le poste à pourvoir et donc qui ont besoin de passer par une étape de formation. Merci beaucoup, Jean-Michel. Alors, on arrive à l'échéance du temps, mais ceci dit, il y a quand même une question qui paraît intéressante pour lever un peu l'ambiguïté. On nous pose la question par le tutorat. Qu'est-ce qu'on entend par le tutorat et comment le distinguer de l'accompagnement, voire de la formation, voire de la FEST? C'est pas forcément clair pour tout le monde. Du coup, est-ce que très succinctement, vous pourriez expliquer lorsque vous dites voilà tutorat, 100% tutorat, à quoi vous faites référence? Alors, le tutorat, c'est vraiment la formation sur le poste de travail avec un tuteur, c'est-à-dire qui est un salarié de l'entreprise, qui, bien sûr, a l'expérience du poste de travail, des métiers de l'entreprise et plus particulièrement du poste sur lequel la personne va être recrutée, et qui va donc être capable d'expliquer, d'accompagner la personne dans la prise du poste et dans la réalisation de ses activités professionnelles en situation de travail. Voilà. Et donc, dans le cadre de l'APE, il y a la possibilité, effectivement, que l'adaptation au poste de travail se fasse intégralement par un salarié qui va être le tuteur donc du futur embauché. Voilà. Donc voilà en fait à quoi correspond le tutorat. Voilà. Dans le cadre de la FEST, c'est un peu différent puisque là, il y a effectivement un tuteur, mais il y a aussi un organisme de formation extérieure qui va, en quelque sorte, assurer l'ingénierie pédagogique et qui va garantir que la formation va être de qualité et va aussi déboucher sur une reconnaissance des compétences. Très bien, merci beaucoup. Alors j'en profite pour vous indiquer que pour tous ceux qui s'intéressent à la FEST ou de manière plus générale au financement de la formation professionnelle, on a différentes ressources du côté de Via Compétences, que ce soit des formations en présentiel, en distanciel, et même un module d'auto-formation sur mookie.fr, notre site dédié à l'auto-formation, dédié à la FEST. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de choses gratuites
qu'on crée pour vous sur ces sujets-là qui peuvent être un peu complexes dans un premier temps. Alors, ben, on arrive du coup à l'étape de la conclusion, puisqu'il est 12h05. Donc, simplement pour vous rappeler que nous sommes à votre service. Via Compétences, c'est vraiment c'est une structure publique qui réalise des missions de service public. Nous travaillons pour vous, donc profitez-en. Vous pouvez vous rendre sur notre site viacompétences.fr et découvrir les articles, les rubriques qu'on a créées dans le domaine emploi, formation, orientation. Vous avez accès aussi à toute une série de newsletters pour que ça vienne directement auprès de vous. Donc simplement choisissez les thèmes qui vous intéressent et on vous enverra chaque mois une sélection de ressources. Au-delà de ça, on a toute une série de webinaires aussi annuels, dont ce webinaire fait partie. Vous pouvez consulter les replays, les ressources, etc. Et pour terminer, un plan de professionnalisation, c'est-à-dire une offre de formation qui est très souvent gratuite ou très peu coûteuse et qui est basée sur le recueil de vos besoins. Donc vraiment, profitez-en, c'est sur toute la région. Ça peut être du présentiel, ça peut être du distanciel. Et actuellement, on est en train de réaliser un recueil des besoins. C'est un questionnaire en ligne que vous retrouverez sur notre site dans la rubrique professionnalisation, où vous pouvez nous dire ce dont vous avez besoin pour les mois qui viennent et surtout pour à partir de 2025 pour qu'on prépare ça pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup à nos intervenants, merci beaucoup à tous les participants et je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt pour un nouvel événement.